et à cette conférence en particulier. Quelques indications techniques, si je puis dire, avant de démarrer. Bien évidemment, on va vous demander d'éteindre vos portables. Je souris parce que je me suis fait piéger à la séance précédente et mon portable a sonné. Donc, vous voyez, ça s'adresse à tous. Vous allez assister à une conférence qui va durer une bonne quarantaine de minutes. Notre conférencier va faire son exposé et vous aurez tout loisir de lui poser des questions, tant pendant l'exposé si vous le souhaitez. Il vous suffira de lever la main et on vous donnera un micro, soit on regroupera les questions à la fin. Alors, vous avez eu beaucoup de chance d'être inscrit à cette conférence. Vous allez en fait avoir le privilège d'écouter Philippe Walter. Alors, Philippe Walter est quelqu'un qui est membre de deux institutions qu'on peut qualifier de prestigieuses scientifiques, puisqu'il est membre de l'Académie des sciences et membre du Collège de France. Il est directeur de recherche au CNRS. Alors, CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique. Alors, son laboratoire a un intitulé qui peut paraître un petit peu difficile, rébarbatif. Il traite de l'archéologie moléculaire et structurale. Oh, bonjour la tête, hein. Mais en fait, derrière ce titre qui peut paraître un petit peu austère et rébarbatif, il y a une aventure qui, moi, me paraît complètement passionnante. C'est que Philippe Walter travaille à mettre la science, plus particulièrement la chimie, au service de l'art. Et ce, sous de multiples facettes. Dans le temps qui lui est imparti, il nous fera le plaisir de nous en délivrer qu'une toute petite partie. Alors, avant de lui laisser la parole, je vais, pour le qualifier, utiliser une formule qui n'est pas de moi et que j'ai entendue de la part d'un de ses collègues lorsqu'il présentait sa leçon inaugurale au Collège de France et qu'il l'a qualifiée d'archimiste. Je trouve qu'elle le résume particulièrement et je lui laisse la parole. Ça va l'être dans quelques mois. Oui, ça va marcher mieux comme ça, j'en suis sûr. Je voudrais vous présenter certains aspects de chimie. Et donc j'ai donné ce titre, pourquoi un peintre choisit-il un pigment particulier, dans l'idée que finalement, dans certains cas, à certains moments de l'histoire, certains artistes se sont réellement improvisés ou ont cherché à devenir de véritables chimistes. Donc on peut penser en effet à l'alchimie d'autrefois, qui est devenue une science qu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais en fait, quand on y réfléchit différemment, on peut considérer que la chimie existe depuis très longtemps et que des personnes, notamment les artistes, ont réellement eu besoin de faire cette chimie et de côtoyer d'autres types de scientifiques dans leurs ateliers ou autour d'eux pour essayer d'avoir les bonnes matières. Donc en fait, si vous-même, vous cherchez à faire une peinture, pour ceux qui en font, ou juste un dessin, vous allez pouvoir prendre votre stylo à billes quelconque, ou alors vous allez pouvoir prendre un crayon fait pour artiste. Vous n'aurez pas tout à fait les mêmes résultats. Alors si vous êtes très mauvais, vous aurez toujours un très mauvais résultat. Mais si vous êtes bon, très vite, vous serez plus satisfait d'une matière quelconque et vous aurez envie d'avoir des pastels de bonne qualité, une aquarelle de bonne qualité, parce que ces matières ne sont pas n'importe quoi. Et ces matières sont dotées de propriétés chimiques, de propriétés physiques, qui sont indispensables pour le travail de l'artiste. Alors pour commencer, je vais vous montrer un extrait d'une petite lettre de Vincent van Gogh. Alors Vincent van Gogh nous intéresse toujours beaucoup dans ce type de recherche, parce qu'il avait la coutume d'écrire à son frère presque tous les jours. Et donc presque tous les jours, il racontait l'œuvre qu'il avait réalisée et les états d'âme qu'il avait pour essayer de s'approvisionner dans tel ou tel type de matière. Il demande à son frère d'aller lui acheter des couleurs, d'aller lui acheter des toiles. Et donc dans une lettre du 17 juin 1890, que vous voyez manuscrite en haut, hein, donc il écrit en français également, il écrit « Et puis dans les couleurs, il y a un tripotage comme dans les vins.
Comment pouvoir juger juste lorsque, comme moi, on ignore la chimie? Donc vous voyez, à la fin du 19e siècle, encore, un des plus grands peintres de tous les temps, hein, se rend compte qu'on lui vend parfois n'importe quoi. Donc il fait cette analogie avec le vin qui est plus ou moins bon et qui est plus ou moins trafiqué. Alors ça existe certainement beaucoup moins maintenant qu'autrefois. Et puis il fait allusion aussi à ce problème qu'il faut pouvoir juger juste pour faire son tableau et que quand on ignore la chimie, on est finalement démuni. Et je vous montrerai des exemples de choix de pigments ou bien également d'altération des couleurs qui montrent que le peintre ne juge pas toujours correctement les choses et part parfois dans des idées un peu bizarres. Parfois, il a des idées également géniales. Donc pour commencer, je vais vous montrer un autre tableau, alors plus ancien, qui est un très grand tableau. Il fait à peu près 2,50 m de haut ici. Il est conservé au Musée national de Gdańsk en Pologne. C'est un tableau que j'ai étudié récemment et qui a été peint par un artiste des Flandres, Hans Memling, donc à la fin du XVe siècle, vous voyez, vers 1470. Ce tableau a une histoire rocambolesque, hein, puisque c'est un tableau qui avait été fait par ce peintre pour être envoyé à de riches banquiers italiens de la famille des Médicis. Donc ça a été envoyé par bateau. À ce moment-là, il y avait des pirates dans les mers, et donc des pirates dans la Manche ont pris ce bateau, ont pris toute sa cargaison pleine de richesses, ce tableau plein de richesses. Donc les pirates ont gardé tout l'or, les épices, le vin, toutes les matières qui avaient de la valeur importante. Et ce tableau était tellement impressionnant pour eux. Donc vous voyez ce jugement dernier, hein, avec le Christ qui est présent au-dessus, et puis vous avez les défunts qui vont être jugés et partir dans l'enfer ou partir dans le paradis. Donc c'est un tableau qui était tellement impressionnant que le pirate n'a pas osé le garder pour lui-même et l'a offert à l'église polonaise, à Gdańsk, où il est resté très longtemps. Et après, ce tableau a eu encore plus une histoire rocambolesque, puisque notre Napoléon est parti vers l'est de l'Europe, et à ce moment-là a volé ou s'est approprié toute une série d'œuvres d'art, dont celle-ci, qu'il a emmenée en France, et qu'ensuite la France a re-rendue à la Pologne. Et c'est un des grands chefs-d'œuvre de la peinture. Alors, je vous le montre, parce qu'ici, vous voyez une petite représentation qui est celle d'un arc-en-ciel. Ces représentations sont rares. Alors, l'arc-en-ciel, vous avez dû apprendre ses couleurs. Je pense que vous avez, je ne sais pas à quel moment on apprend dans sa vie, je ne m'en souviens plus, la séquence des 7 couleurs de l'arc-en-ciel telle qu'elle a été définie. Et nous, on peut se poser des questions sur cette séquence des 7 couleurs. Alors, cette question des séquences des 7 couleurs, on peut regarder sur ce petit détail de photographie la manière dont le peintre a mis les différentes couleurs. Donc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. C'est ça la séquence des 7 couleurs qu'on apprend, que vous ne voyez pas forcément. Et nous, dans mon laboratoire, on développe des outils d'analyse de façon à comprendre quels sont les pigments qui ont été utilisés. Et on se rend compte en fait que le peintre, à la fin du XVe siècle, on n'avait pas encore ces théories de la couleur, on n'avait pas encore ce dogme des 7 couleurs. Il va utiliser en fait, ici vous avez les noms, de 4 pigments. 4 pigments qui, purs ou mélangés 2 à 2, lui suffisent pour faire une représentation réaliste de ce que pouvait être une peinture de cette époque-là. Et ça m'intéresse beaucoup parce qu'on peut le mettre en relation avec un très grand nombre de domaines. Donc le peintre a utilisé des pigments, donc a utilisé de la chimie, de façon à réaliser cet arc-en-ciel, et puis a utilisé des théories, alors des théories philosophiques qui remontent à l'Antiquité. Alors par exemple ici vous avez un très important philosophe antique, et également scientifique, hein, qui est Aristote, et qui a écrit que les couleurs de l'arc-en-ciel sont à peu près les seules que les peintres ne puissent point reproduire. Bon, je ne continue pas la suite, mais vous voyez, ça veut dire que depuis l'Antiquité, on sait que c'est compliqué de représenter ces couleurs et ces lumières de l'arc-en-ciel. Et puis ensuite, vous avez, bien après le peintre flamand dont je vous parle, Memling, un grand physicien anglais, Isaac Newton, qui lui va faire une expérience et qui va commencer à comprendre ce qu'est la lumière blanche. Et qui va du coup modifier complètement également l'art par ce type de découverte. Je vous mets ce petit schéma d'Isaac Newton parce qu'il a été fait exactement il y a 350 ans. Et ça ne fait que 350 ans, en fait, que quelqu'un a eu l'idée de mettre un élément de verre sous la forme d'un prisme en face d'un petit trou dans une fenêtre. Ce petit trou de la fenêtre laissait passer la lumière du soleil qui, par ce prisme, a été transformé pour créer un pseudo-arc-en-ciel, pour décomposer les différents domaines de lumière, de la lumière visible. Après, il a mis un deuxième prisme, et il a montré qu'il pouvait recomposer cette lumière pour refaire de la lumière blanche. Et c'est de là, en fait, que Newton, qui était en même temps un alchimiste, qui était en même temps quelqu'un complètement guidé par la religion, s'est dit, mais comment je vais décrire ces couleurs que je découvre pour la première fois de l'histoire de l'humanité il y a 350 ans? Il va se dire, on va prendre une symbolique religieuse. On va prendre une symbolique religieuse qui est celle des 7 jours de création de la terre par Dieu, qui est celle également des 7 notes de musique qui existent dans la partition. Donc moi, j'ai décidé qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. C'est pour ça, en fait, qu'il y a 7 couleurs. Ce n'est pas du tout une idée
tout à fait simple. Et c'est pour ça qu'après, on apprend ces 7 couleurs et qu'on apprend, nous, à les distinguer et que les artistes, eux, ont pu réagir différemment par rapport à tout cela. Donc, je passe un petit peu là-dessus. Donc, pourquoi l'artiste, après, va avoir ces problèmes-là? C'est qu'il va vouloir représenter cet arc-en-ciel, donc il regarde la nature, il va chercher à faire la représentation la plus fidèle possible avec les matériaux qu'il a dans sa palette. Et donc, très vite, ces artistes vont s'organiser. Et là, vous avez la vision d'un atelier d'un peintre, ici, au centre, donc, qui a été réalisé en 1590, où vous voyez l'organisation de cet atelier. Un atelier d'artistes à cette époque-là, c'est pareil au XVe siècle, à l'époque du Memling, est une véritable petite entreprise. Une véritable petite entreprise où le peintre, donc, qui est celui qui a de la renommée, qui est reconnu par les autres, qui vont lui commander des tableaux, donc là vous voyez un tableau de Saint-Georges en train de terrasser un dragon, va s'entourer de toute une série d'élèves. Ce sont ces apprentis artistes qui vont venir dans son atelier apprendre à manipuler les couleurs, apprendre à créer des effets. Vous voyez par exemple là dans l'arrière-boutique de ce peintre, vous voyez un jeune ici en train de faire le portrait de cette jeune femme. Vous en avez un autre ici qui est en train de dessiner une statue en marbre, dont vous avez le buste à cet endroit-là. Mais je vous dis, c'est une petite entreprise parce qu'en même temps, il va devoir fabriquer lui-même ses matériaux. Et c'est en ça qu'on va pouvoir considérer que la chimie est omniprésente dans l'atelier de l'artiste à cette époque-là. Et vous le voyez avec ces 2 personnages ici qui sont en fait en train de moudre le pigment derrière et puis d'ajouter de l'huile pour fabriquer la peinture à l'huile qui sera ensuite mise sur la palette du peintre qui va ensuite l'appliquer sur le tableau. Il y aura une interaction permanente entre l'artiste et puis ses ouvriers qui vont lui préparer la matière première dont il a besoin. Et ça, c'est des choses que nous, on va essayer de décoder aujourd'hui avec l'aide de méthodes d'analyse chimique qui vont nous permettre de comprendre comment ces œuvres ont été faites. Donc les analyses chimiques, c'est quelque chose qui peut paraître très simple. Vous prenez un tableau, vous dites, bah là j'ai une couleur rouge, de quoi est-elle composée? Alors, si vous posez cette question, après, comment fait-on? Je prends ma scie, je coupe le tableau en 2, je gratte toute la surface rouge, et puis je la mets dans un appareil pour l'analyser. C'est ce qui était obligé d'être fait jusqu'à présent, jusqu'à fort récemment. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne pouvait pas le faire. Parce que quand vous avez un tableau précieux, vous n'allez pas gratter le tableau pour savoir de quoi il est fait. Mais plus récemment, on a commencé à mettre au point des méthodes d'analyse. Des méthodes d'analyse qui sont portables. Donc on a commencé à mettre des méthodes d'analyse d'abord non invasives, c'est-à-dire qui ne nécessitaient pas ce prélèvement et qui étaient des grosses machines qu'on avait dans certains laboratoires. Mais là, on avait, c'était un petit dessin qui avait été fait en 2009 par un dessinateur pour le journal de Spirou, on avait les conservateurs de musées qui avaient peur, parce qu'il fallait prendre le tableau et puis l'emmener dans un laboratoire dédié, et donc ça posait des problèmes de sécurité pour l'œuvre. Alors par exemple, pour la Joconde, qui, elle, ne bouge à peu près jamais de sa vitrine. Donc c'était des études qui étaient très, très limitées. Et puis plus récemment, depuis une vingtaine d'années, des méthodes d'analyse portables ont été développées. Alors parmi les tout premières institutions, tout premiers laboratoires qui ont développé des méthodes d'analyse portables, il y a la NASA aux États-Unis qui a développé des robots pour aller faire des analyses, notamment sur la planète Mars. Et donc il y a eu différents types de robots. Vous en avez un encore actuellement qui est en train d'analyser des sols sur Mars, donc qui embarque toute une série d'instruments portables, donc très portables dans ce cas-là, on les envoyait très loin, et qui permet d'analyser les sols, de voir s'il y a de l'eau, de voir s'il y a des traces de vie potentielles sur la planète Mars. Et puis en parallèle, on a développé, alors moi dans mon laboratoire, et puis d'autres personnes, des instruments similaires à ceux qui sont embarqués sur ces robots qui sont partis sur la planète Mars, mais qui peuvent être utilisés sur Terre et qui sont portables. Et il y a différents types d'appareils actuellement commerciaux et de prototypes qui sont actuellement utilisés pour caractériser les peintures. Par exemple ici, la peinture noire sur un petit vase grec. Et donc c'est des choses que nous, on a développées et qu'on utilise actuellement un petit peu partout. Donc là, vous voyez un des prototypes qu'on fabrique dans mon laboratoire et qu'on va utiliser un peu partout dans le monde. Donc ma précédente mission d'études sur le terrain était en Égypte il y a un mois. Je partirai bientôt en Espagne, étudier d'autres types de tableaux. Bientôt un projet sur Van Gogh en Angleterre. Bientôt un autre projet à Rome. En fait, on prend nos instruments au laboratoire, on les met dans une valise, dans la soute à bagages de l'avion, et on part. Et on peut faire nos analyses directement in situ. Et donc aujourd'hui, révéler ces pratiques des artistes. Alors je vais vous l'illustrer avec un exemple, je vais aller un peu plus vite là-dessus, avec un exemple, pardon, pas trop vite, un exemple qui est celui de l'analyse de ce tableau dont vous devez reconnaître la nature du tableau juste à partir du sourire. C'est la Joconde. Je ne vous l'ai pas mis en entier, vous connaissez la Joconde, vous l'avez déjà vue 3 millions de fois.
C'est le tableau le plus célèbre au monde, sans doute le tableau le plus précieux au monde, et c'est un des tableaux les plus fantastiques du point de vue technique au monde. Parmi tous ceux que moi j'ai pu étudier et tous ceux que d'autres collègues ont étudiés, c'est là où on a révélé des prouesses de chimistes complètement incroyables, inventées par Léonard de Vinci, donc autour de l'année 1504. Donc pour réaliser ce tableau, Léonard de Vinci, d'après l'histoire qui a été faite de ce tableau au XVIe siècle, a eu besoin de travailler pendant 4 années. 4 ans pour peindre juste le portrait de cette femme, la Joconde, qu'on appelle aussi Mona Lisa en anglais ou en italien. Ce qui est intéressant, quand vous voyez juste cette bouche ici, ou ce nez, ce sourire, c'est que vous pouvez voir un réseau de craquelures qui est dû au vieillissement du tableau. Donc on peut dire déjà que ce n'était pas un chimiste parfait puisqu'il n'a pas pris une peinture qui résiste très bien au temps. Elle s'est craquelée. En fait, toutes les peintures de ces époques-là, qui sont faites à l'huile, se craquellent sur les supports sur lesquels elles sont. Mais après, vous pouvez essayer de regarder la bouche, et il y a un vernis qui a très jauni. Donc ce vernis, ce n'est pas les couleurs d'origine, le jaune devrait être absent. Mais quand vous regardez la bouche ici, vous vous rendez compte qu'il n'y a quasiment pas de rouge. Donc ça veut dire qu'il n'a pas eu l'idée de peindre les lèvres en rajoutant du rouge, comme on fait traditionnellement quand nous, non un grand artiste, on essaie de représenter un visage, mais il a très subtilement rajouté très peu de quantité de rouge. On a pu mesurer, en fait, la quantité de pigment rouge est équivalente à moins de 1 millième de millimètre d'épaisseur, moins d'1 micromètre d'épaisseur de pigment. Donc il n'en a quasiment pas rajouté. Juste une toute petite teinte qui va faire que la lèvre paraît légèrement plus colorée et donc donne un peu de vie finalement à ce sourire. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'en fait, c'est par des couches de peinture noire que vous voyez un petit peu partout qu'il a modelé le nez et cette bouche et ce sourire qui est si extraordinaire. Il a modelé tout cela sans qu'il n'y ait aucune trace de pinceau, sans qu'il n'y ait aucune limite entre les couleurs. Vous pouvez chercher entre le clair et le sombre ici, vous ne voyez pas de limite. C'est une évolution complètement progressive. Et donc on s'est posé la question, comment est-ce qu'il a réussi à faire ça ? Donc les historiens de l'art, depuis 5 siècles, commentent ce travail de Léonard de Vinci en disant c'est un travail incroyablement précis, on n'arrive pas à le comprendre, il échappe à notre perception, on a l'impression que c'est une fumée qui sert à faire ce sourire ou ce visage de la Joconde. Et c'est pour ça qu'on utilise souvent un terme qui est le sfumato, qui est un terme italien lié à la fumée pour le décrire. Alors nous on s'est dit on va faire des analyses. Donc avec le musée du Louvre, on a monté une collaboration pour pour le jour où ce tableau sort de sa vitrine blindée qui est présente dans le musée, donc la vitrine est là, le tableau est là, on puisse emmener nos instruments portables, donc on a bougé le tableau d'1 mètre, c'est tout, avec le maximum de sécurité, pour faire nos analyses avec une méthode qui utilise des rayons X et qu'on appelle la fluorescence des rayons X et qui va nous permettre de mesurer la composition et l'épaisseur des couches de peinture que Léonard de Vinci a employées pour réaliser son œuvre. Et donc je ne vous détaille pas trop les différentes pratiques, mais dans nos types de démarches, on doit savoir comment un peintre comme Léonard de Vinci peut avoir peint ce visage. Donc ça veut dire qu'on doit être capable de proposer un modèle qui est fondé sur ce que l'on sait des pratiques artistiques d'une époque. Donc voilà le modèle. La Joconde n'est pas sur une toile, c'est sur un panneau de bois qui a peut-être été préparé avec une couche ou pas. Après, il y avait une couche blanche qu'on appelle la couche d'impression, puis une couche rose qui fait le visage, qui est complètement uniforme. Et puis après, il a déposé sur ce visage ce qu'on appelle un glacis, qui est sombre, et qui a créé ce modelé sur le visage. Donc le glacis, ce n'est pas une peinture banale, c'est une peinture qui n'est pas opaque. C'est une peinture qui reste légèrement translucide, qui est opacifiée avec un petit peu de pigment, et donc qui va donner un effet très très particulier à la peinture. Et donc voilà notre appareil d'analyse. Donc vous voyez, c'est un prototype. Donc dans tous les laboratoires de recherche, quand on fabrique des prototypes de ce genre-là, ça se termine toujours par des bouts de scotch, comme vous avez là. Ça, c'est un bout de scotch noir, des trucs un peu bricolés, parce qu'on essaye de fabriquer des instruments qui sont complètement adaptés aux œuvres que l'on veut étudier. Et donc là, dans ce cas-là, on avait fait tout un dispositif à 2 détecteurs pour avoir un maximum d'informations en un minimum de temps, parce qu'en fait, on eut laissé au musée du Louvre la possibilité de travailler pendant 3 heures sur ce tableau. Donc 3 heures avec la Joconde, c'était déjà complètement exceptionnel. En fait, la vitrine n'est ouverte qu'une fois par an pour faire quelques recherches. Donc en fait, il y a en général 1 ou 2 groupes scientifiques qui peuvent faire des travaux sur ce tableau une fois par an à raison de 3 heures de temps de travail. Donc il faut aller vite. Donc c'est des méthodes, heureusement, qui sont rapides et qui vont nous permettre de calculer les épaisseurs de couches et leur composition comme si on avait coupé le tableau. Vous voyez comment on peut essayer de recomprendre un peu la chimie de cette peinture. On va, grâce à notre méthode d'analyse et au modèle et à des calculs, des simulations par ordinateur, couper le tableau. Alors là, ce que je vous mets ici, c'est la coupe du tableau si on va du bord du nez jusqu'à l'oreille. Donc d'une zone qui est très claire jusqu'à l'oreille qui est très sombre. Et donc si on coupe le tableau, on voit la superposition des couches.
Donc on avait d'abord une couche ici qui est blanche, puis une couche qui est rose. L'ensemble fait 50 micromètres d'épaisseur. 50 micromètres, c'est le diamètre d'un cheveu très fin. Un cheveu un peu gros, un cheveu brun, a un diamètre en général de 80 microns. Un cheveu blond très fin, un diamètre qui peut atteindre, pour les plus fins, environ 50 micromètres. Donc vous voyez, donc ça veut dire que l'épaisseur de la peinture utilisée par Léonard de Vinci, c'est l'épaisseur d'un cheveu. Vous voyez là aussi la sophistication, la capacité finalement à utiliser peu de matière pour créer des effets esthétiques tout à fait remarquables. Et après, il a déposé ce glacis, et ensuite, il y a une couche de vernis. Alors, il y a une grosse couche de vernis qui, elle, fait elle aussi 50 micromètres d'épaisseur, qu'on peut espérer qu'un jour le Louvre pourra retirer et faire un procédé de restauration qui va redonner les vraies couleurs à ce tableau. Il commence à en parler, peut-être dans quelques années, ça sera fait. Et puis, vous avez ce glacis qui évolue progressivement quand on va du clair au sombre. Au début, il n'y en a pas. Puis après, il est très fin, puis après, il devient de plus en plus épais, jusqu'à une épaisseur d'environ 30 micromètres, donc un demi-cheveu très fin ou un tiers de cheveux un peu plus gros. Si on prend cette unité cheveux comme une unité standard, parce que le micromètre n'est pas une unité qu'on manipule fréquemment en dehors d'un laboratoire. Donc quand on a fait ces données-là, on s'est dit, avec ma collègue Laurence de Viguerie, on s'est dit, mais c'est incroyable ce résultat, parce qu'il est d'une richesse folle sur quelques données. Alors par exemple, ici, vous voyez le petit carré rose et le petit carré noir. Ils sont distants tous les deux de 2 micromètres. Donc s'ils sont distants de 2 micromètres, ça veut dire que le peintre, Léonard de Vinci, a su déposer une couche aussi fine que 2 millièmes de millimètre de peinture. 2 millièmes de millimètre de peinture, c'est un défi, encore aujourd'hui, pour réussir à faire des films aussi fins. Et pour faire ces glacis, il a déposé une couche comme ça, et c'est une technique qui est très contraignante, le glacis, et en fait, on ne peut pas déposer la matière de manière hétérogène, on est obligé de la déposer sous forme d'une couche très homogène. Et donc, pour arriver à une vingtaine ou à une trentaine de micromètres, il a dû déposer peut-être 10, 20, 30 couches qui étaient aussi fines que 2 micromètres ou 1 micromètre. Donc, passer un temps fou, finalement, pour réaliser quelque chose, j'en ai pas mis 20, je n'ai pas été patient moi en faisant la présentation, j'en ai mis qu'une petite dizaine, pour représenter comme ça cette évolution progressive des épaisseurs. Et comme il fallait attendre le séchage de la couche d'avant pour mettre la nouvelle couche, ben on comprend pourquoi les gens de son époque nous ont raconté qu'il avait mis 4 ans pour peindre ce tableau. Parce que pour superposer comme ça 20 couches de glacis aussi fines, ben il faut passer des années de travail où le tableau va se construire, se modeler très progressivement. Au début, le visage est tout rose homogène, vous n'avez pas de sourire, vous n'avez pas de joues, vous n'avez pas de nez. Et à la fin du processus, vous avez réussi, grâce au dépôt de ces matières très fines, à réaliser ce tableau. Donc ça nous explique l'histoire de l'art, ça nous explique son travail, ça nous explique un des mystères de ce tableau. Pas tous les mystères, bien entendu, parce qu'après, c'est le don de l'artiste qui fait que ce sourire et ce regard sont si exceptionnels. Mais derrière, la chimie qui est derrière est intéressante, et on s'est posé des questions en se disant, mais aujourd'hui, si on veut fabriquer des couches aussi fines que 1 ou 2 micromètres d'épaisseur, comment on va faire ? On va partir dans des technologies de la science de la matière, de la science des matériaux, qu'on appelle aujourd'hui les nanotechnologies. On va essayer de fabriquer des cristaux qui sont très très petits, parce qu'il faut des pigments qui vont avoir une taille beaucoup plus petite que l'épaisseur de la couche. Donc 1/10 de micromètre, 1/100 de micromètre. Mais à l'époque, ils ne maîtrisaient pas ça. Comment est-ce que Léonard de Vinci a fait ? Donc on a retrouvé la nature des pigments qu'il pouvait utiliser. Et moi, j'ai retrouvé assez récemment, dans un des manuscrits, qui n'avait pas été commenté jusqu'à présent, ce dessin que vous avez ici. Et ce dessin est intéressant parce qu'il nous dit ici, il écrit qu'il construit une machine à broyer les couleurs. Et en fait, il propose de transformer un moulin dont il avait hérité. Donc, vous voyez le système du moulin avec la roue du moulin, les engrenages. C'est un ingénieur donc il comprend très bien tout ce système-là. Et il fabrique un système d'un cône dans un autre cône creux et qui va permettre de mettre le pigment et puis de laisser travailler le moulin. Et donc, plus le monsieur qui est dans l'atelier à broyer les couleurs, mais un moulin qui va pouvoir travailler pendant des mois, peut-être même des années, de façon à moudre incroyablement finement les grains de pigment et ainsi réussir à faire cet effet-là. Donc sans ce dessin-là, on ne peut pas comprendre pourquoi Léonard de Vinci a fait des couches aussi fines. Et là, ça nous donne une piste d'autant plus intéressante qu'en fait, la technologie de broyage mécanique des couleurs n'apparaîtra qu'au XIXe siècle. Donc Léonard de Vinci, peut-être tout seul, a fait ça pour quelques grammes de pigment. Et ensuite, plus personne n'a eu cette idée jusqu'au XIXe siècle, et la révolution industrielle et les développements des sciences. Et le deuxième problème, c'est qu'il faut avoir un liant pour faire cette peinture qui n'est pas n'importe quoi. Avec une huile, vous n'y arrivez pas. Avec une résine seule, vous n'y arrivez pas. Il faut un savant dosage d'huile et de résine, de nature très différente. Et ça nous ramène également à comprendre certains textes. Donc là, vous voyez un appareil à distiller, tel qu'il a été dessiné par Léonard de Vinci. Et là, un petit texte, toujours sur la vie de Léonard de Vinci, qui nous a été raconté peu après sa mort, et qui raconte que Léon, alors Léon c'était le pape de l'époque, avait chargé Léonard de Vinci de faire un tableau. Et donc Léonard s'occupa sur le champ à distiller des huiles et des herbes pour en faire du vernis. Donc ça, c'est la traduction de l'historien de l'art.
moi, je le traduirai aujourd'hui par glacis, donc pour faire ses ombres sur le visage de la Joconde, ce qui fit dire au pape, cet homme ne fera rien, puisqu'il songe à la fin de son ouvrage avant de l'avoir commencé. Et ce petit commentaire du pape de l'époque nous explique en fait que Léonard était complètement imprégné de cette nécessité de dominer la matière, de faire de la chimie, de trouver des nouvelles substances, de les mélanger, de les formuler, et que c'est que grâce à ça qu'il était capable d'aboutir dans son projet. Donc Léonard de Vinci, sans la chimie, n'aurait pas pu faire la Joconde. Sans sa volonté d'innover dans le domaine de la chimie, n'aurait pas pu le faire. Alors on m'avait posé, quand on a publié ces résultats, des journalistes m'avaient dit, mais ça veut dire que Léonard de Vinci était un chimiste. Il ne le concevait pas comme ça. Il avait un projet artistique, il avait des développements techniques qu'il pouvait réaliser, et donc il a essayé. Donc il n'a pas développé une science chimique telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui, telle que vous pouvez l'apprendre dans des cours de physique ou de chimie, mais il a cherché à manipuler la matière pour avoir les effets qu'il voulait, et pas forcément à théoriser les choses. Et donc malheureusement, il ne les a pas beaucoup théorisées. La preuve, c'est qu'on n'en a aucune trace. Et la preuve, c'est que quasiment personne après lui, en dehors de Raphaël pour le moment, n'a réussi à utiliser les mêmes pratiques que Léonard de Vinci. Donc c'est quelque chose qu'il a inventé, qu'il a utilisé pendant 20 ans, et qui a quasiment disparu après, et qu'on a redécouvert, nous, très récemment. Donc ensuite, il y a un deuxième apport, qui est celui de réfléchir un petit peu à la nature des pigments que le peintre souhaite. Donc je pourrais vous parler de chacune des couleurs. Là, je voudrais vous parler juste des pigments bleus, parce qu'ils font l'objet de toute une série d'histoires amusantes. Donc des pigments bleus, comme vous avez ici, sur ce tableau de Vermeer, ce détail d'un tableau de Vermeer, l'art de la peinture, la représentation, par exemple, de ce magnifique manteau bleu, qui était fait à cette époque-là avec un pigment naturel qu'on appelle le lapis lazuli, qu'on appelle le pigment outre-mer, et qui est fabriqué avec du lapis lazuli naturel. Donc le lapis lazuli, certaines d'entre vous ont peut-être un collier ou une bague avec cette pierre bleue, qui est une pierre semi-précieuse de bijouterie. À l'époque, les peintres la faisaient importer d'Afghanistan, la broyaient très soigneusement, de façon à avoir une poudre de très bonne couleur. Et ce pigment outre-mer, quand il était utilisé au XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, avait le prix de l'or. C'est-à-dire que le peintre, s'il voulait 10 grammes de pigment, il l'échangeait contre 10 grammes d'or. Donc ça vous montre aussi l'aspect incroyablement précieux de certains de ces pigments naturels. Donc j'ai passé sur l'exemple de Memling parce que je n'ai pas le temps de tout faire. Mais ça a posé des... Donc on l'avait chez Memling, par exemple, cet outre-mer. Ça posait beaucoup de problèmes parce que c'était très cher. Donc en fait, quand vous aviez les négociations entre un commanditaire qui voulait un tableau et puis l'artiste, il y avait une discussion pour dire à l'artiste combien tu veux pour me faire le travail et combien tu veux pour les pigments. Et si l'artiste disait, mais je vais vous faire une grande robe là pour la Vierge Marie avec une très belle couleur bleue outre-mer, il fallait qu'il demande une quantité d'or bien supérieure, une quantité de monnaie, un prix bien supérieur que s'il allait utiliser un autre type de pigment. Et c'est pour ça que les artistes ont été très vite, pour essayer peut-être de gagner eux-mêmes plus d'argent et de mettre moins d'argent dans les pigments, tentés d'utiliser d'autres couleurs bleues telles qu'elles pouvaient être faites par des chimistes. Et donc il y a eu 3 couleurs qui ont une grande importance dans l'histoire au XVIIIe et XIXe siècle, qui sont le bleu de Prusse, le bleu de cobalt et l'outre-mer artificiel. Alors rapidement, le bleu de Prusse, c'est quelque chose qui est très très étonnante et très amusante, parce que c'est encore une fois une découverte qui est due au hasard. Beaucoup de recherches aboutissent à la suite d'un raisonnement très fin, mais beaucoup de recherches aboutissent aussi par une erreur expérimentale dans un laboratoire. Et par le génie du chercheur qui a fait cette erreur expérimentale et qui va chercher à la comprendre de façon à réussir à en faire quelque chose de positif. Donc ça a été le cas d'un Allemand qui s'appelait Heinrich Diesbach, donc en 1704 ou 1705, qui fabriquait des pigments rouges pour les peintres. Il les fabriquait à partir d'un insecte qu'on appelle la cochenille, qu'il fallait broyer et puis mélanger à des minéraux pour en faire un beau pigment rouge. Et là-dessus, il lui manquait un ingrédient qui était de la potasse. Donc il s'est dit, zut, j'ai oublié d'en racheter, comment je fais? Il a été voir un autre fabricant de matière qui était juste à côté de lui et qui utilisait là aussi ce produit-là pour fabriquer d'autres choses dans le domaine de la teinturerie. Et puis son collègue lui dit, je te donne ma potasse si tu veux, mais attention, j'ai déjà utilisé. Donc elle est sale. Il n'avait pas de notion chimique précise à cette époque-là de la saleté qui pouvait être présente. Et donc Diesbach l'a fait, et puis il s'est rendu compte en fait qu'il n'avait pas de rouge, mais qu'il fabriquait quelque chose de jaunâtre. Il s'est dit zut, donc il a rajouté des ingrédients pour augmenter la couleur, ainsi de suite. Il a tâtonné pour essayer de retrouver son pigment plutôt que de perdre l'argent qu'il avait investi dans cette cochenille pour faire cette couleur au début. Il a abouti à du bleu. Là, il s'est dit incroyable, j'ai fait du bleu. Et donc du coup, il a repris tout son procédé à l'envers, et en une année, il a inventé la fabrication d'un nouveau pigment qu'on appelle le pigment bleu de Prusse ou bleu de Berlin, puisque c'était à Berlin que tout ça s'est produit, et qui a permis aux artistes de remplacer ce pigment si cher qui était cet outre-mer fabriqué avec du lapis lazuli. Donc là, vous voyez 2 tableaux
donc de 1709 et 1710, ça veut dire 5 ans après, 4-5 ans après l'invention par hasard de cette couleur, de deux grands peintres qui ont utilisé ces matières. Donc j'ai passé le bleu de cobalt parce que je n'ai pas le temps. Mais ensuite, au XIXe siècle, quand la chimie a commencé à devenir une science, certains se sont dit, mais on est quand même maintenant capable de tout faire. Donc ça, c'est une des grandes idées, hein. Normalement, la chimie est capable d'inventer toute une série de matériaux. Et notamment, si on lui donne une matière naturelle, donc là, cette pierre semi-précieuse de lapis-lazuli, ça peut être un diamant, ça peut être un rubis, elle est capable de le resynthétiser, donc plus ou moins facilement. Mais donc pour ce lapis-lazuli, il y a eu un prix important qui a été donné par le gouvernement français pour essayer d'inventer cette couleur de manière artificielle. Et plusieurs chimistes se sont battus pour essayer de remporter ce grand prix qui était l'équivalent d'un très beau salaire. Alors ce prix était de 6 000 francs à l'époque, donc ça fait moins de 1 000 euros d'aujourd'hui. Mais il faut voir que 6 000 francs, c'était le salaire d'une vingtaine d'employés de maison. C'était le salaire annuel d'une vingtaine d'employés de maison. Donc vous aviez un très grand hôtel particulier dans Paris, vous fallait toute une série de personnes domestiques dans le Paris, quand vous étiez un grand bourgeois ou un grand propriétaire. Et donc 6 000 francs, ça vous faisait vivre une maison entièrement, une très grande maison. Donc c'était un grand prix. Donc les chimistes ont été très contents d'essayer de l'obtenir. Et ils se sont basés sur deux découvertes, par hasard pour la première. C'était qu'une usine de Saint-Gobain qui fabriquait du verre s'est rendu compte qu'en fabriquant du verre de temps en temps dans le creuset, il y avait du bleu. Et à ce moment-là, elle a envoyé son échantillon à des chimistes qui lui ont dit « Mais ce bleu a une composition qui est la même que le lapis-lazuli. » Et donc ils se sont dit « Ah, ça veut dire qu'on peut, par les arts du feu, en chauffant, fabriquer cette pierre. » Et puis ensuite, on a eu une analyse très précise de ces matériaux qui ont permis de dire si je mélange tous les bons ingrédients de la bonne manière, à la bonne température, je vais peut-être réussir. Et c'est ce qui a été fait par deux chimistes, alors un allemand qui s'appelle Gmelin et un français qui s'appelle Guimet, et qui tous les deux ont, en même temps, 4 ans après le lancement de ce prix, dit « j'ai trouvé, j'ai réussi ». Et donc là, c'est intéressant de regarder les archives, parce qu'on se rend compte que, alors on était en France, hein, et il y avait un côté politique également, mais que Guimet a réussi à gagner ce prix et pas son collègue allemand, alors que tous les deux ont fait leur découverte à peu près simultanément. Parce que Guimet a eu l'intelligence d'aller voir un des plus grands peintres de l'époque, qui s'appelle Ingres, Jean-Baptiste Ingres, et qui était en train de peindre une énorme peinture au Palais du Louvre, et lui a dit « Tu veux de l'outre-mer ? Je te l'offre ». Et au lieu de lui donner du vrai pigment naturel qui coûtait très cher, il lui a donné son pigment qu'il venait de synthétiser. Et le peintre l'a trouvé très beau, l'a utilisé immédiatement, et notamment pour représenter le manteau bleu que vous avez ici, enfin le vêtement bleu que vous avez ici. Et de là, Guimet, quand il dit « j'ai découvert le pigment qui plaît au peintre », il l'a réellement découvert et il dit « et en plus, monsieur Ingres l'a utilisé, et mon pigment est stable, et il tient le coup, et les peintres le veulent tout de suite ». Et c'est comme ça qu'il a empoché le petit trésor de 6 000 francs. Mais au-delà, en fait, il a empoché un énorme trésor, et il a créé une des premières grandes industries chimiques de la région de Lyon, à la fois comme pigment et puis également comme produit qui était utilisé pour le nettoyage des tissus, et notamment des tissus blancs, et on rajoutait de la poudre d'outre-mer pour rendre le tissu plus blanc que blanc, pour tromper notre regard, et donc il a obtenu énormément d'argent grâce à ça. Donc je passe un peu sur la recette. Donc là, vous avez un autre cas donc, qui était celui de cette connivence finalement entre artistes et chimistes pour la fabrication de nouvelles matières, et qui vont essayer donc ensemble de faire les produits les plus performants possibles. On est au début du 19e siècle. Et après, le 19e siècle va être une période extraordinaire de la chimie, où on va découvrir à peu près tous les éléments chimiques. Presque aucun n'est connu avant le 19e siècle. Tous les métaux vont être découverts les uns après les autres. Et on va aussi découvrir qu'on peut transformer des déchets, notamment les déchets de l'industrie du pétrole ou du charbon, en des molécules qui peuvent être intéressantes pour l'industrie chimique, et notamment des molécules colorantes. Donc je vous parlais de la cochenille tout à l'heure, qui est ce petit insecte donc qui vit en fait au Mexique ou dans les Andes, et qui broyé donne un très beau colorant rouge. Donc en fait, ce colorant rouge, c'est ce qu'on appelle le carmin, ou l'acide carminique, c'est ce que vous avez comme couleur pour les fraises Tagada. Donc vous voyez bien la couleur rouge maintenant, très clairement. On en mange à peu près 200 grammes par an encore de ce colorant-là, mais c'est plus du colorant de cochenille. On n'élève pas des milliards de tonnes de cochenille chaque année, on le synthétise par la chimie. Et en fait, parce qu'au milieu du 19e siècle, il y a un chimiste qui a su transformer des produits issus du charbon en un colorant comme celui-là, et a pu intéresser aussi les artistes. Et donc tout ça, c'est très intéressant parce que les artistes immédiatement, comme je vous l'ai dit pour le bleu de Prusse, pour l'outre-mer ou pour en fait tous les nouveaux pigments, se sont emparés de ces couleurs. Alors toujours pour le meilleur et pour le pire.
Et alors ça a été aussi pour le pire, et c'est le dernier point que je voulais aborder avec vous, en regardant par exemple ce tableau de Vincent van Gogh de nouveau. Donc Vincent van Gogh qui se plaint de ce tripotage dans les couleurs comme dans le vin, et qui va peindre le tableau que vous avez ici à gauche. Donc ce tableau, vous pouvez le voir au musée d'Orsay à Paris. Donc il a été peint en 1890, donc il est contemporain de la lettre que je vous ai présentée au début de mon exposé. Et là, vous avez une copie qui a été faite de ce tableau vers 1900 par Blanche de Rousse, qui était une jeune artiste, qui était de la famille du docteur Gachet, donc qui était le collectionneur de Van Gogh. Et ici, donc, c'est le portrait de ce docteur Gachet, donc, qui était un ami collectionneur, mécène du peintre. Vous pouvez chercher à comparer les deux tableaux. Donc là, c'est une aquarelle, là, c'est une peinture à l'huile. Vous voyez que les bleus ne sont pas exactement les mêmes. C'est parce que la nature des pigments bleus n'est pas forcément la même, et que travailler à l'aquarelle, ce n'est pas comme travailler à l'huile, et on n'a pas les mêmes saturations de couleurs. Mais si vous regardez mieux ici, sur les lèvres, ici vous avez un peu de rouge, mais surtout sur ces fleurs. Vous voyez que ces fleurs ici sont complètement bleues. Vous avez l'impression de fleurs bleues qui ressemblent un peu à des iris. Et en fait, ici, vous voyez que les fleurs, elles sont mauves, et ressemblent à d'autres types de fleurs qui seraient plutôt des digitales. Donc il y avait des discussions des historiens de l'art pour dire mais qu'est-ce que c'est que ces fleurs? Ce n'est pas exactement des iris, on peut comparer en botanique et puis se rendre compte que ça peut être un autre type de fleurs. C'est un sens symbolique, c'est un sens esthétique qui est important. Mais nous, le fait qu'on se rende compte que la copie à l'aquarelle faite 10 ans après le tableau n'est pas les mêmes couleurs que le tableau d'origine, ça veut dire qu'on a un problème. On a un problème, c'est que les couleurs de Van Gogh n'ont pas été stables dans le temps. Elles se sont dégradées. Et en fait, on se rend compte depuis 20 ans que les couleurs de Van Gogh et d'autres peintres de cette époque-là, donc les très grands peintres, Monet, Renoir, Manet, Picasso, se sont dégradés. Et qu'aujourd'hui, quand vous voyez ces tableaux-là, vous avez souvent une vision complètement transformée par le temps des couleurs qui étaient présentes à l'origine. Donc ça peut s'expliquer, là aussi chimiquement, on va faire des recherches pour comprendre tout cela. Donc parfois on fait un prélèvement, donc vous voyez ici par exemple un prélèvement sur la couleur rouge, vous voyez en fait toute la couche ici, c'est une coupe de la peinture, devrait être de ce rouge-là. Mais la lumière a réussi à pénétrer juste en surface, et donc ça va altérer et faire partir le colorant rouge, qui va donc se décolorer. Et ce colorant rouge, c'était ce qu'on appelle de l'éosine, donc qui était un colorant de synthèse qui rentrait dans un pigment de cette époque-là, qu'on appelait la laque géranium. Donc tous les tableaux où Van Gogh a utilisé ce pigment, maintenant, ont perdu leur ton rouge. Et on se rend compte qu'il y en a énormément actuellement qui ont subi ce type de dégradation. Alors aujourd'hui, nous, dans nos laboratoires, on essaie de comprendre tout cela. Hein. Et donc on a toute une série d'outils. Et on a notamment, en ce moment, là, on fabrique des lampes. Donc là, on a fabriqué un système comme ça dans mon labo récemment, qui vont nous permettre de simuler des vieillissements. Donc des lampes qui éclairent beaucoup. Donc vous ne pouvez pas les regarder avec vos yeux, ça éclaire trop. Et on va, par exemple, simuler en 1000 heures, juste 1000 heures, l'effet de 16 années d'exposition du tableau dans un musée. Et ça suffit. Et on peut démontrer que sur cette laque de géranium, comme Van Gogh l'a utilisé, avant exposition et après exposition, donc équivalente à 16 ans dans un musée, la couleur a disparu. Et donc c'est un véritable drame. Et donc ça nous amène à réfléchir à des nouvelles conditions de conservation des tableaux, de façon à les préserver sur le long terme. Et certains musées, notamment à Amsterdam, le musée de Van Gogh, ont décidé de diminuer la quantité de lumière dans le musée, de façon à atténuer l'effet du temps sur ces tableaux et à atténuer la perte des couleurs d'origine. Et ça a été vu aussi récemment, et ça permet bien de réfléchir aussi à l'esthétique. Sur ce tableau d'Auguste Renoir, tel que vous l'avez ici à gauche, c'est donc un portrait d'une femme, donc Madame Léon Clapisson. C'est un tableau qui est conservé à Chicago. Alors Léon Clapisson était un des gros collectionneurs de Renoir. Donc il lui a acheté énormément de tableaux. Et donc il lui a demandé également, il lui a passé des commandes, dont le portrait de sa femme. Ça, c'est relativement important, parce que vous regardez ce portrait de cette femme, ici, sur ce fond verdâtre, jaunâtre, un peu incompréhensible d'un mur sale, elle n'a pas spécialement bonne mine. Et en fait, on s'est rendu compte, par des analyses, et aussi parce que la couleur était partiellement préservée sur les bords du tableau, que les vraies couleurs qui étaient présentes à l'origine étaient celles qui étaient ici. En fait, le carmin s'est décoloré, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et en fait, quand vous comparez les deux tableaux, alors je ne sais pas si on le voit bien avec la projection, c'est toujours le même problème, on se rend compte que la femme, parce qu'elle est sur un fond rouge, tout d'un coup, paraît plus fine, à meilleure mine, et donc est plus à son avantage que sur un fond grisâtre, verdâtre, qu'aucun peintre n'aurait utilisé pour représenter un portrait, puisque les couleurs qu'il avait mises dans le fond ne sont pas les bonnes couleurs pour rehausser les couleurs de la carnation et donner un aspect agréable à ce visage. Et donc ça nous a amené à réfléchir. Alors les collègues de Chicago ont été jusqu'à faire une exposition où ils ont réimprimé un tableau sur une toile et montré le tableau décadré à côté pour bien montrer aux visiteurs que ce qu'ils voient aujourd'hui n'est pas ce qui était présent à l'époque.
Et donc on doit avoir un regard distancié, complexe, parce que la chimie a aussi induit des modifications profondes des couleurs sur ces œuvres. Alors ça m'a amené à regarder un petit peu plus dans le détail certains commentaires faits par Auguste Renoir ou à son sujet. Et donc Auguste Renoir, par exemple, a dit à un de ses amis « Je mets beaucoup d'huile pour peindre et j'accentue la couleur rouge car le temps fera vite son œuvre plus tard. » Donc ça veut dire que de son vivant, il s'était rendu compte que ses tableaux changeaient. On a même des textes qui nous racontent qu'il n'a pas reconnu certains de ses tableaux de jeunesse 20 ou 30 ans après, en disant « Mais c'est pas moi, mon tableau était violet, mon tableau était rouge, maintenant il est noir. » Et donc à la fin de sa vie, il avait tellement pris conscience de tout cela qu'il a décidé de rajouter de la couleur. Et c'est là on voit que Renoir n'était pas Léonard de Vinci, n'avait pas une conception précise de tout cela. Il a une conception artistique, intuitive, un peu je ne veux pas dire bête, naïve, parce que ce n'est pas bête, c'est juste qu'il ne savait pas. Ce n'est pas en rajoutant plus de colorant que la couleur va tenir plus. C'est en changeant de matière que ça va résister. Parce que le colorant, même s'il y en a beaucoup, la lumière va faire son effet, va modifier les molécules et va faire perdre la couleur. Donc vous mettez 10 fois plus de molécules colorantes, au bout d'un certain temps, vous n'aurez de nouveau plus aucune molécule colorante. Et le temps ne sera pas forcément plus long. Et ça nous a amené de nouveau à regarder d'autres textes, alors notamment du fils de Renoir, qui est Jean Renoir, qui nous a raconté la même chose, mais également de notre ami Van Gogh, avec lequel j'ai commencé l'exposé, où dans une de ses lettres, il raconte que les couleurs que l'impressionnisme a mises à la mode sont changeantes. Et donc après, il y a raison de plus de les employer hardiment trop crus, le temps les adoucira que trop. Donc là aussi, Van Gogh a eu la même démarche que Renoir. Donc ça nous pose des questions fondamentales aujourd'hui, sur le goût, sur le marché de l'art, sur l'esthétique, sur la manière dont on peut apprécier ou non une œuvre. Vous savez, peut-être, vous l'avez entendu, que Vincent Van Gogh est un artiste qui était maudit, considéré comme les grands artistes maudits. Il a toujours été très pauvre. Personne ne voulait acheter ses tableaux. Alors moi, j'aime bien être provocateur. On peut penser que personne ne voulait acheter ses tableaux parce que les couleurs et le style qu'il a employé n'étaient pas au goût de son époque. Mais est-ce que ce n'était pas au goût de son époque ou est-ce que c'était juste que les couleurs qu'il employait étaient tellement vives et tellement crues que personne n'avait envie d'avoir ça dans son salon? Et le temps a fait son effet. Des jaunes trop vifs sont devenus brunâtres, des rouges trop crus se sont ternis, sont devenus plus pâles ou ont disparu, et l'œuvre a trouvé une nouvelle harmonie qui est à notre goût d'aujourd'hui et qui était peut-être pas non plus au goût du 19e siècle. Donc c'est important parce que cette relation entre le peintre qui choisit son pigment et son projet artistique est toujours contrôlée par la société. Et des peintres ont réussi ou raté leur carrière parce qu'ils répondaient ou pas correctement au goût d'une époque, au goût tel qu'on peut l'apprendre. Donc vous apprenez que Van Gogh, Picasso, Léonard de Vinci sont des grands peintres. Donc on voyait un de leurs tableaux ou l'image de l'un de leurs tableaux, vous l'appréciez a priori, alors qu'en fait tout cela est bien plus compliqué et rappelle toute une histoire des matériaux et des couleurs qui ont pu être employés par les artistes et qui sont absolument fondamentales pour essayer de comprendre notre histoire de l'art et notre histoire de la chimie et ces relations qui ont pu exister entre artistes et chimistes ou artistes-chimistes. Voilà, je vais arrêter là pour vous laisser un petit peu de temps de questions et donc je vous remercie de votre attention. Donc effectivement, on va consacrer quelques minutes, parce que malheureusement, on pousse à la porte. Donc quelques minutes pour quelques questions. Si vous avez une question à poser, vous levez la main et je vous apporte le micro. Pas de questions. Bon, c'est peut-être que l'exposé était trop complet, trop clair. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci.